Et on en débat avec nos deux invités. Andrea Cotarac, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du MoDem, ancien député par ailleurs des Yvelines. L'Assemblée nationale en ce moment débat d'arrache-pied. Il discute d'arrache-pied sur le budget 2025, tant d'ailleurs le budget de la sécurité sociale que le projet de loi de finances. 2200 amendements ont été déposés par les députés sur le budget de la sécurité sociale. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que ça ne présage pas de discussions interminables sur lesquelles, au terme desquelles personne ne tombera d'accord? Bruno Millienne. Il y en a au moins 2000 de trop. On va dire ça comme ça. Quand vous allez dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, en 15 jours, le budget il est voté. Bon, ça pose la question de l'inflation de dépôt d'amendements que j'ai connu pendant 7 ans. Hein, c'est pas nouveau, c'est à chaque fois. Dont certains amendements, d'ailleurs, sont rejetés parce qu'ils sont déjà dans la loi. Donc arrêtons de faire des lois, contrôlons l'action du gouvernement. Et puis le budget, de toute façon, moi je vais vous dire ce que j'en pense. À la fin de la fin, il restera à la main du Premier ministre, parce qu'on n'est pas à l'abri du 49.3. Ce qui s'est passé hier sur la taxation, justement... On va en parler. Voilà. Fait que les amendements de la France Insoumise qui ont mis des taxations qui sont juste insupportables pour les entreprises, fait que le bloc central, avec le Rassemblement national, il me semble, a rejeté cette taxation sur les entreprises alors qu'on en a besoin. Donc voilà, il y a une forme d'irresponsabilité, chacun reste dans son couloir, chacun croit servir ses électeurs alors que les électeurs n'appartiennent à personne, je suis bien placé pour le savoir, et au bout du compte, ils ne travaillent pas pour la France, mais ils travaillent pour leurs petits précarés. C'était l'information de la soirée hier. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de surtaxe des grandes entreprises après qu'il eût été alourdi encore par des députés du nouveau Front populaire. Pour le coup, le Rassemblement national est tombé d'accord avec la majorité présidentielle, ou du moins ce qu'il en reste, Andrea Cotarac. C'était mal fait. Juste un point sur les amendements, c'est qu'il y a quand même une situation inédite. C'est qu'au Rassemblement national, on s'est quand même restreint et contraint à faire peu d'amendements, mais à les viser sur des choses essentielles. Ce qui est étonnant et qui est inédit, c'est que la plupart des amendements, 42, je crois, viennent des partis du gouvernement. Et ce que j'ai remarqué à l'Assemblée nationale, c'est que ceux qui étaient absents assez régulièrement, c'était quand même les députés de la majorité. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'ils ne veulent pas participer au débat ? Ou est-ce qu'ils attendent un 49.3 de Michel Barnier derrière? Parce que ça sert à rien de débattre, de faire des amendements, si derrière, l'objectif initial et anticipé, c'est le 49.3. Par ailleurs, nous, au Rassemblement national, on considère que les amendements déposés par la France Insoumise sur les taxations, sur augmenter les impôts, touchent à chaque fois, parce qu'ils sont mal ficelés, les classes populaires et les classes moyennes surtout, sur qui finalement la nation repose aujourd'hui. Nous, on était pour la taxation des surprofits, pas des superprofits. Une entreprise a parfaitement le droit, et d'ailleurs c'est son objectif, de faire des profits par le mérite, par l'innovation, mais de taxer les surprofits indus, c'est-à-dire des profits qui arrivent dans les poches des actionnaires ou des entreprises, mais qui sont dus à des cas de force majeure, la guerre en Ukraine, le blocage du détroit d'Ormuz, l'explosion des matières premières agricoles. Ça, oui, je pense que ces surprofits indus des entreprises doivent participer à l'effort national. Alors, vous parliez à l'instant du flottement perceptible quand même au sein de la majorité présidentielle, pas spécialement au MoDem, mais notamment au sein du groupe Ensemble pour la République. Article assez instructif ce matin dans les pages de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le moral n'est pas au beau fixe quand même au sein du groupe Ensemble pour la République. Est-ce que ça vous inquiète, Bruno Millienne ? Non, ça m'inquiète facialement, je vais dire. Parce on prépare l'après-Macron, quand même, c'est ce que dit l'article. Oui, mais enfin, on prépare l'après-Macron, je suis désolé, il y a d'abord un pays à sortir du marasme dans lequel il est. Oui, mais c'est pas ce que dit l'article, justement. Dont on est en partie responsable. Pas que nous, mais on est en partie responsable parce que on a mis des protections pour les Français, peut-être trop, je sais pas, mais en tout cas, on les a mises, elles nous ont coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, je ne renie pas. Je renie pas ce qu'on a fait pendant la crise Covid, je renie pas tout ce qui a été fait en matière de protection des entreprises et en protection des citoyens sur l'énergie. Mais ça coûte énormément d'argent. Maintenant, comment dire, c'est fini, on arrête de jouer. On a vu encore Moody's hier qui n'a pas effectivement rétrogradé la note de la France, mais qui a donné... L'agence de notation qui a mis une perspective négative. Exactement comme Fitch.
Hein, c'est la même chose. En gros, la dette française sera dégradée si ça continue comme ça dans quelques mois. Donc, on va se retrouver avec des taux d'intérêt qui sont plus importants. On a énormément de chantiers à mettre sur la table et à re-questionner. Il faut le faire au-delà du budget. C'est en cela où je trouve que il y a une forme d'irresponsabilité de certains à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur ce budget. Y compris dans la majorité présidentielle. Mais partout, parce qu'il n'y a pas vraiment de de remise en question ou de vue global d'intérêt de la nation. Alors certains le font, d'autres pas, mais il y a un moment où il va falloir se réveiller. On peut pas continuer à dépenser sans compter. Voilà. Moi, je retiens une phrase de Thierry Breton qu'il a prononcée il y a pas très longtemps en disant, et j'aimerais bien qu'il y ait des politiques qui s'emparent de la question, un jour ou l'autre, il faudra se poser la question de la remise à plat de notre modèle social. Je suis désolé de le dire aussi violemment que ça, mais notre modèle social aujourd'hui n'est plus financé. Depuis longtemps. Vous parlez de la sécurité sociale, là, par exemple. Sécurité sociale, retraite, vous pouvez tout notre modèle social. Mais qu'est-ce que vous voulez ne plus rembourser et laisser au privé ? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas simplement dire on va arrêter de rembourser ou on va surcotiser pour obtenir. Aujourd'hui, notre protection sociale, elle est financée uniquement par le travail. Il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres financements possibles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on peut aussi, je ne sais pas, taxer les outils de production. Il y a plein de trucs. Donc taxer les entreprises, par exemple. Oui, mais taxer l'outil de production, c'est pas la même chose que taxer les entreprises. Oui, mais d'accord, mais il faut trouver d'autres voies. Ou alors, il faut être plus raisonnable. Si je vous prends encore la réforme des retraites, vous allez dire que c'est mon dada et que j'en sors jamais. Mais franchement, d'avoir abandonné l'histoire de la retraite par points. C'est une connerie monumentale. Peut-être, sauf que ça avait duré des mois et à l'époque, il y avait une majorité quand même moins étriquée que celle qui existe aujourd'hui. Oui, mais vous voyez... Est-ce que c'est le moment de rouvrir ce débat ? Non, mais il va falloir le rouvrir à un moment ou un autre. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Aujourd'hui, alors après j'arrête, je laisse la parole à mon... Très bien. Aujourd'hui, si vous voulez... ces histoires de taxation sur les entreprises, ces histoires d'impôts qu'on lève de manière de plus en plus importante, en fait, on prend du flux... On taxe du flux alors que on répare le budget par taxer le flux alors que c'est du stock qu'on a et que le stock ça ne se répare jamais en taxant le flux. Le problème c'est le modèle social français ? Pas du tout, je suis en désaccord total. D'abord, première chose, le bilan qu'on a aujourd'hui, des 1000 milliards de dettes, d'un système même social qui, pour le coup, est très dépensier, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est pas un roman dystopique, c'est un bilan de cette année d'Emmanuel Macron. Pas que. Je vous prends un exemple. Je vous ai laissé parler, maintenant c'est à mon tour. Sur le modèle social. Moi, je prends par exemple les rapports de la Cour des comptes. Fraude sociale, 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Inspection générale nous explique par exemple qu'il y a dans notre pays 75 millions d'assurés avec droits sociaux ouverts pour 68 millions de résidents. Je répète, 75 millions de personnes couvertes par l'assurance maladie pour 68 millions de résidents. Il y a des fraudes à la TVA, il y a des fraudes au travail détaché. Gabriel Attal avait lancé le chantier parce qu'on l'avait initié, qu'on avait lancé l'alerte au Rassemblement national. Le véritable problème, c'est qu'on ne fait pas le bilan de ce qui a été engagé. Et le bilan de ce qui a été engagé contre la fraude sociale, c'est seulement 6% de recouvrement. C'est-à-dire qu'il y a une inefficacité totale. Quand on prend par exemple la victoire du RN hier, qui était d'abaisser de 5 milliards d'euros la contribution de la France à l'Union européenne. Mais c'est normal. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe, les Pays-Bas, l'Allemagne, ils ont tous réussi à faire baisser leur contribution nette à l'Union européenne, à situation exceptionnelle, sauf la France. Seul pays de l'Union européenne à avoir augmenté dans son budget, en tout cas présenté par M. Barnier, la contribution à l'Union européenne. C'est 5 milliards. On peut proposer aussi une baisse à droit constitutionnel constant, une baisse de 4 milliards sur les politiques migratoires, 23 milliards sur la fraude sociale, la fraude fiscale, taxer les rachats d'actions par exemple. Une entreprise qui vend ses actions pour ensuite les racheter, ça n'a aucune utilité productive, ça n'a aucune utilité du tout, c'est de la spéculation. C'est un amendement modem, ça. C'est très bien, ça veut dire que la bataille culturelle RN a marché jusqu'au modem, mais on parle des entreprises, et j'en termine là-dessus. C'est systémique, c'est à l'échelle systémique qu'il faut agir. Je parle par exemple des entreprises agricoles. Monsieur Attal, à juste titre, à l'époque de la crise agricole, nous avait dit le Mercosur, la France dira non. Parce que sur la filière bovine, c'est pas bon pour nos boîtes. Le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, je crois que toute la classe politique française, peut-être à l'exception de quelques personnes de la majorité, disait la filière des ovins va couler. Bon, très bien. Et on remarque
un an plus tard que Bruxelles nous l'impose, le Mercosur. Donc on ne peut pas avoir des politiques internes pour nos emplois, pour préserver l'économie circulaire, l'économie locale, etc., si derrière nous n'avons pas de frontières, et si derrière nous sommes les seuls au monde à croire à la mondialisation heureuse de M. Attali. Et sauf qu'hier, justement, Emmanuel Macron, le président de la République, devant des chefs d'entreprise, a critiqué les hausses d'impôts décidées en ce moment. Je le cite, vous allez y répondre, tout cela n'est possible, il y a une bataille macroéconomique, tout ça n'est pas possible si on monte les impôts, si on monte le coût du travail et qu'on pense qu'on règle les problèmes de déficit public en revenant totalement sur la cohérence de la politique qui était menée auparavant. Emmanuel Macron ne veut pas changer de politique. Non, mais écoutez, quelque part, il a raison. Moi, je vais vous donner juste un chiffre qui concerne les entreprises de taille intermédiaire. Aujourd'hui, le déficit de compétitivité des entreprises de taille intermédiaire avec ses voisins européens est de l'ordre de 80 milliards par an. C'est bien que le coût de notre travail, le coût du travail en France, et on le sait, et c'est normal, c'est parce qu'on a une protection sociale que le monde entier nous envie, mais qui nous coûte de l'argent. Quand je dis qu'il faut la remettre à plat, je dis pas qu'il faut la supprimer, je dis simplement qu'il faut aller vérifier, chercher, et ça c'est le boulot des parlementaires, je suis désolé, le contrôle de l'action de l'État n'est pas fait par les parlementaires, d'accord ? Donc il a raison le président de la République quand il dit ça. Une politique de l'offre, ça met en général 5 à 6 ans pour donner des résultats. Hors crise, donc vous êtes en train de dire que 7 ans, c'était pas assez. Non, mais c'est pas ça. Mais les Français sont pas d'accord. Je pense que les Français veulent pas 14 ans de Macron en plus. Hors crise, je vous dis bien, au bout de 2 ans, on est rentré en crise avec la crise Covid. Donc au bout de 3 ans. Voilà, crise Covid, suivi de la guerre en Ukraine, suivi de la crise énergétique. Nicolas Sarkozy a dit la même chose avec la crise de 2008. On est en train de s'habituer d'abord à la survenue à ce que surviennent de plus en plus souvent des crises, de toute façon. Oui, mais de l'autre côté, si vous faites la politique de la demande, ça ne fonctionnera pas quand vous n'avez pas une économie qui est forte. Donc il y a un moment, il faut être malin et agile. Voilà, c'est tout. Dernière question pour vous, Andréa Cotarac. Est-ce qu'on va tout droit vers un 49.3 ? Écoutez, ce sera un danger pour la démocratie, puisque moi je suis les débats qui sont d'ailleurs très intéressants sur la philosophie de chaque groupe politique, sur le budget, qui est quand même le cœur de la vie politique française. C'est le budget qui engage l'ensemble des politiques publiques qui vont derrière. Si on le fait à chaque fois, on discute, là, au moment où je parle, aujourd'hui, les débats vont se poursuivre le samedi. Si à la fin, c'était l'objectif initial de M. Barnier et de sa majorité LRO, macroniste, c'était le 49.3, pardon, mais on est en train de discréditer la démocratie dans le pays. S'il active l'article 49.3, est-ce que le Rassemblement national votera la censure ? Nous n'écartons pas et nous n'écarterons jamais la censure de ce gouvernement. Bruno Millienne, en un mot. Juste, ça me fait rire parce que quand on a fait le 49.3 très vite dans les derniers budgets, on s'est fait traiter d'antidémocrate. Là, on laisse le débat. C'est pas vrai. Sur les retraites, on a débattu. Deuxième chose, il reste un autre moyen pour le gouvernement Barnier d'échapper au 49.3, c'est l'article 47.1 de la Constitution qui renvoie le texte parce qu'il n'est pas fini directement au Sénat. Écoutez, on en reparlera avec vous. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Andréa Cotarac et Bruno Millienne. Andréa Cotarac, porte-parole du Rassemblement national. Bruno Millienne, porte-parole du Modem.